Alors, je vais vous parler, comme elle a dit, du bilinguisme et des éléments. Et je vais sur un plan qui se présente aussi, je vais vous présenter quelques généralités sur le bégaiement, bien sûr. Après présenter ce que c'est que le bilinguisme, bon, je pense que d'autres l'ont déjà abordé, mais je vais l'aborder de manière à ce qu'il y ait bien ce que je vais présenter, bien évidemment, et présenter les différentes formes de bilinguisme. Je vais présenter deux formes spécifiques. Alors, j'aborderai aussi, mais pas trop, parce qu'on l'a déjà fait ce matin, très bien d'ailleurs, ce qu'il en est des compétences entre les enfants monolingues et les enfants plurilingues, s'il y a une différence, par exemple. Ça a été déjà fait, donc je l'aborderai de manière très, très brève. Ensuite, l'un des objectifs de cette présentation, on entend souvent que le bilinguisme entraînerait le bégaiement, c'est de voir avec les chiffres si c'est le cas. Voilà. Et pour finir, je présenterai quelques résultats de ma recherche qui portent sur les manifestations du bégaiement auprès des populations bilingues. Il s'agit d'une étude auprès des populations à la fois bilingues et françaises. Alors, bien évidemment, pour commencer, on va se mettre d'accord sur la définition du bégaiement. Donc, le bégaiement, je retiens cette définition sur laquelle c'est un trouble d'élocution de la parole, un trouble d'élocution qui se caractérise par des disfluences. Alors, qu'est-ce que j'appelle disfluence? On va avoir trois types de disfluences. Des répétitions, c'est-à-dire la personne va faire pas, par exemple. C'est des répétitions, que ce soit des répétitions de syllabes ou des répétitions de sons. Et nous avons des prolongations du son, c'est-à-dire que la personne va prononcer le son de manière avec une durée beaucoup plus importante. Par exemple, le son ça va être prononcé sac, par exemple. Et pour finir, nous avons des blocages ou des interruptions. Alors là, ça peut être des blocages pour des mots, avec des tensions, le son ne sort pas, ou des blocages à l'intérieur d'un mot. Voilà, pour commencer, ce qu'on appelle bégaiement. En ce qui concerne l'étiologie et les types du bégaiement. Sur la littérature, nous avons trois types de bégaiement. Le premier, le bégaiement développemental transitoire. Alors, transitoire parce que ça commence, bien sûr, entre 2 et 7 ans ou entre 2 et 5 ans, selon la littérature. Mais c'est un bégaiement qui va disparaître, peut-être sans prise en charge, ou après quelques visites chez un spécialiste. Donc il est transitoire. Et chez les enfants qui commencent à bégayer, on peut avoir ces genres de... qui commencent à parler, on peut avoir ces genres de disfluences, mais qui vont disparaître. Il faut savoir que sur 4 enfants qui commencent par bégayer, il y a 3 qui vont arrêter sans prise en charge. Le second, le bégaiement développemental persistant, c'est donc ce bégaiement transitoire qui va persister dans le temps. Donc, c'est ce genre de bégaiement qu'on va voir chez les ados, les adultes. Et le bégaiement neurogène, ce bégaiement qui survient soit suite à un accident, une pathologie neurologique. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment le bégaiement développemental persistant. Comme je le disais, qui démarre en 2-7 ans, avec une prévalence qui est comprise entre 0,8 et 1% de la population. En ce qui concerne les étiologies du bégaiement, on s'oriente de plus en plus vers des explications multifactorielles, c'est-à-dire une combinaison de facteurs. Alors, parmi ces facteurs, nous avons 3. Les facteurs prédisposants. Les facteurs prédisposants, c'est quoi? C'est des facteurs qui créent un terrain favorable au bégaiement. Alors, parmi lesquels il y a bien sûr des facteurs neurologiques, s'il y a une prédisposition, il y a les particularités neurologiques chez les personnes particulières. Aussi la génétique, on a trouvé que certains gènes sont impliqués dans le bégaiement. Alors, mais je le disais, c'est plus une combinaison de facteurs. Donc, mis en part ces facteurs prédisposants, nous avons des facteurs déclenchants ou précipitants. C'est des facteurs qui entraînent qu'à un moment donné, la personne va commencer par bégayer. Donc, parmi ces facteurs, ça peut être un décès, un divorce, un déménagement,
des facteurs que peut-être les adultes trouvent pas signifiants, mais pour l'enfant, proportionnellement quoi qui peut entraîner des difficultés. Et jusque-là, c'est pas grave, puisqu'on l'a vu, certains enfants vont arrêter de bégayer. Donc, le troisième groupe de facteurs, c'est les facteurs pérennisants. Les facteurs qui vont inscrire le bégaiement dans le temps. Parmi ces facteurs, nous avons le comportement de l'enfant nouveau. Est-ce que c'est un enfant sensible, par exemple, je vais vous parler. Le comportement du travail, des moqueries, le comportement de l'entourage également. Est-ce qu'il y a des exigences au niveau langagier, est-ce qu'il y a des reproches? Tout ça va faire que l'enfant va continuer de vivre. Alors, à côté de ces facteurs, on entend souvent dire dans la littérature que le bilinguisme favoriserait le bégaiement. De là, plusieurs questions se posent. Est-ce que déjà le bégaiement est présent dans la population bilingue? Est-ce que qu'en est-il des manifestations du bégaiement dans la population bilingue? Est-ce que le bégaiement se manifeste dans la langue, dans une langue? Et quelles sont les particularités liées à chaque bégayage pour chaque langue? Alors, pour continuer, nous allons voir, on l'a déjà vu, ce que c'est que le bilinguisme. Alors, il faut dire que c'est une notion qui est difficile à décrire, puisque il y a autant de plurilinguisme ou de bilinguisme que de personnes bilingues. Alors, ce qui revient à dire, quand doit-on dire que la personne maîtrise le langue? Est-ce que la personne doit maîtriser toutes les facettes de la langue? Parler, écrire, comprendre, et toutes les composantes. Donc, on peut dire quand même que le bilinguisme, c'est l'utilisation majoritairement d'au moins deux langues. Par un même individu. On peut aussi dire que c'est la capacité à produire des énoncés significatifs dans plusieurs langues. Est-ce que c'est que produire? D'où j'ajoute cette définition, qui est la maîtrise d'au moins l'une des compétences linguistiques. Lire, écrire, parler. Mais il y a une autre forme de bilinguisme. Je pense qu'on va l'aborder cet après-midi. C'est le bilinguisme chez l'enfant sourd. Donc, on va parler de bilinguisme chez l'enfant sourd, quand celui-ci, en plus de la langue des signes française, utilise de l'oral. Donc, c'est également une forme de... Alors, pour revenir au bilinguisme, on peut dire que ça devient plus la norme que le monolinguisme. D'autant plus qu'on a environ 4000 langues parlées pour 193 pays. Et pour aller dans les détails, on va voir qu'il y a des pays où vraiment on en compte. Papouasie-Nouvelle-Guinée, 830 langues, Indonésie 722, Nigeria plus de 600 langues, Inde 361. Donc, on suppose que forcément, ceux qui sont là seront exposés au bilinguisme. Eux, c'est plutôt la norme. Pour aborder maintenant les types de bilinguisme, on peut classer, il y a plusieurs classifications bien sûr, en fonction de la date d'introduction des langues, mais aussi en fonction de la maîtrise des deux langues. Donc, en fonction de la date d'introduction, on peut avoir un bilinguisme dit précoce. Dans le bilinguisme précoce, on suppose que les deux langues ont été mises en place très précocement dans la vie, avant l'âge de 5 ans. Et l'acquisition des langues, bien sûr, va être facilitée par la capacité cérébrale, cette capacité par le cerveau très tôt d'avoir facilité toutes les notions. On a deux types de bilinguisme précoce. L'un qui est précoce simultané, c'est-à-dire que les deux langues vont être introduites au même moment. Déjà, dès la petite enfance, on parle à l'enfant les deux langues. Et cela avant l'âge de 3 ans. L'autre forme de bilinguisme précoce, c'est ce qui est dit consécutif, dans le cas où on entend que les bases de la première langue soient installées avant d'installer la deuxième langue. L'avantage ici, c'est que la deuxième langue va profiter des compétences phonétiques, pragmatiques et sociales qui sont déjà mises en place
chez l'enfant. L'autre forme de bilinguisme en fonction de la date d'introduction, c'est le bilinguisme dit tardif. Donc, la elle va être introduite après 6 ans. C'est le cas des enfants issus de l'immigration. Bon, là aussi, plusieurs questions se posent. En fonction de la... Je vais aller plus rapidement parce que sinon je ne vais pas. Donc, en fonction de la maîtrise des deux langues, on va avoir un bilinguisme équilibré. Là, on suppose que les deux langues sont maîtrisées de la même manière. Mais est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Donc, c'est un type de bilinguisme qui est de façon pratique difficile à obtenir. L'autre forme, c'est un bilinguisme dit dominant. Dans une cas, une langue va être beaucoup plus maîtrisée. Donc, on parle de langue dominante et langue dominante. Bon, là, je vais passer rapidement. Alors là, j'essaie de comparer dans le développement langagier, l'enfant monolingue et l'enfant bilingue. On voit qu'il n'y a pas de différence. Les développements vont suivre le même cours. Aussi, les erreurs que l'enfant va faire, que ce soit au niveau des simplifications articulatoires, on va avoir les mêmes erreurs et vont les corriger de la même manière. Au niveau, le niveau du développement de l'enfant bilingue, à un moment donné, on va prouver qu'il a moins de lexique. C'est-à-dire, par exemple, que l'enfant monolingue, ce qui n'est pas vraiment un défi en retard, parce que si on additionne ses compétences dans les deux langues, il est même niveau. Alors, là, j'essaie de comparer une étude qui aborde la comparaison des performances entre les enfants bilingues et monolingues qui sont en rééducation pour voir si ils ont les mêmes compétences. C'est une étude réalisée auprès de 24 enfants. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au niveau des compétences, il n'y a pas de différence entre les enfants bilingues et monolingues qui sont en rééducation. De plus, les conduites, on a vu que dans les activités, il y a des activités de définition, se rapprochent, les enfants bilingues se rapprochent des enfants monolingues. Donc il n'y a pas de différence. Donc le bilinguisme, ça n'entraîne pas un déficit de soi lexical. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. En ce qui concerne la prévalence du bégaiement, là, c'est pour répondre à la question, est-ce qu'il y a plus de bégaiement dans la population bilingue? Alors là, je vais présenter 3 études qui ont abordé le sujet. La première étude qui a été effectuée auprès de 4827 écoliers américains. Alors cette étude permet de remarquer qu'on a quand même 2,8% d'enfants bilingues, 1,8% d'enfants monolingues. Une autre étude réalisée en 1948 auprès de 1800 écoliers sud-africains. Là, on observe également une différence, 2,7% des enfants bilingues contre 1,66% de monolingues. Alors, voilà une récente étude. Là, il s'agit plutôt d'une enquête qui a été réalisée en 2000 auprès de 656 participants. Alors, selon cette étude, qu'est-ce qu'on remarque? 21,74% également contre 21,65% de monolingues. Là, il n'y a pas de différence. Mais c'est énorme. C'est énorme parce que ces chiffres énormes, c'est ce qui parle le fait que c'est plutôt les enfants, les personnes qui se sentent concernées par le bégaiement qui ont participé à l'étude. Donc c'est normal qu'on ait un chiffre un peu plus élevé. Voilà. Donc vu que l'étude s'intéresse au bégaiement, ce n'est pas une étude sur une école, c'est une étude qui a été faite. Donc forcément ceux qui ont participé, c'est plus des personnes qui se sentent concernées par le sujet. Mais est-ce que vous intéressez, nous, de voir si on a plus de bilingues qui bégayent que de monolingues? Là, on ne voit pas de différence. Les chiffres sont précis. Donc, on ne peut pas trancher. Alors, donc pour aller plus loin, on s'est demandé, est-ce que le type de bilinguisme pourrait expliquer ce facteur? Donc, on a trouvé une autre étude qui a essayé de former 2 groupes. Un groupe d'enfants de bilingues précoces. On a vu déjà qu'il y a plusieurs types de bilingues précoces. Et un autre groupe de bilingues tardifs. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 60% des enfants bilingues bègues étaient des bilingues précoces. Et quand on s'est intéressé au taux de rétablissement, pour voir dans quel cas le rétablissement est important,
revient également que ces enfants bilingues précoces ont un taux de rétablissement très faible. Donc non seulement dans le cas de bilinguisme précoce, on a un taux de bégaiement beaucoup plus important, mais aussi ces enfants ont plus de difficultés à récupérer. Alors, voilà, bon, bien évidemment, il n'y a pas de données qui expliquent qu'on a plus de bilingues, on ne peut pas trancher. Mais comment est-ce que cela puisse être expliqué théoriquement, qu'il y ait plus de bégaiement auprès des personnes? On va partir de ce système qu'on appelle le système de monitoring. C'est un système qui gouverne et contrôle l'inhibition de l'affectivité dans le traitement de l'information. Alors, dans le cas de bilinguisme, c'est le système qui va activer ou inhiber l'une des deux langues que la personne va choisir. Et le bégaiement, justement, on pense qu'il serait dû à un trouble. Bon, avant de parler de ça, il faut savoir aussi, plus tu apprends des langues, plus ce système est développé. Donc les enfants, les personnes qui apprennent plusieurs langues, ils ont ce système de monitoring qui est plus développé. Le bégaiement serait un du système de monitoring de la parole. Alors le monitoring de la parole, c'est le système qui va suivre la parole, détecter les erreurs et les corriger quand on parle. Et aussi, on sait qu'il y a deux niveaux de contrôle dans ce système de monitoring de la parole. Il y a un boucle qu'on va appeler la boucle interne, qui contrôle la production bien avant, qui fait un contrôle bien avant la production. Il y a certains qui disent, mais qui bégaient même avant de parler. Et une boucle qui est la boucle externe, qui est conférée au système auditif par exemple. Et le bégaiement, justement, serait le déficit, dans le cas de bilinguisme, un déficit de contrôle de la boucle interne. C'est-à-dire que la personne, dans le cas de bilinguisme, va consacrer plus de ressources, davantage de ressources cognitives au système de monitoring interne. Il va se focaliser sur cette erreur, et cette erreur sera à venir, donc ce qui va entraîner plus de. En conclusion partielle, pas d'argument et de preuve que le bilinguisme est bégaiement. On a vu déjà, il y a d'autres facteurs qui expliquent même plus. Et c'est plus une combinaison de facteurs qu'un seul élément ne peut pas expliquer. Sauf que dans le cas des bégaiements neurologiques. Et on peut dire que le problème du bilinguisme va être peut-être lié à la manière dont le bilinguisme a été instauré que du bilinguisme. Parce qu'il y a plusieurs manières d'installer plusieurs langues, soit et aussi, on l'a vu dans une présentation, alors, par exemple au Togo, dans le cas du Togo, où certains parents veulent parler français à leur enfant ou anglais, alors qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas cette langue. Ou même dans certains cas où il y a un mélange des deux langues, ce qui fait que certains enfants ne se retrouvent pas. Même si l'enfant va à un certain moment donné trouver l'équilibre entre les deux langues, mais il y a tous les enfants ne sont pas pareils. Donc ce système de monitoring, si ce n'est pas bien installé, faire la différence entre les deux langues. J'ai du temps? 5 minutes? Ouais, ça peut aller. Alors, je vais vous parler de mon étude rapidement, qui est consacrée aux manifestations du bégaiement auprès des personnes bilingues, par les éditeurs minoritaires français. Alors, la définition, on l'a vu. Donc, le but de cette étude, c'est, au vu des données, au début, on s'est intéressé à voir dans la littérature, est-ce que le bégaiement se manifeste, comment le bégaiement se manifeste dans différentes langues. On a vu qu'il y a plusieurs hypothèses. Les premières études montrent que le bégaiement apparaît dans une langue et pas dans l'autre. On a vu d'autres études qui mettent en évidence ce qu'on appelle une différence hypothétique, c'est-à-dire un bégaiement dans les deux langues, mais avec une sévérité plus importante dans l'autre, et d'autres études qui mettent en évidence un bégaiement comparable dans les deux langues. Donc l'objectif de ma thèse, c'était d'apporter des données supplémentaires sur les manifestations du bégaiement auprès de la personne bilingue, et aussi d'étudier les traits articulatoires, c'est-à-dire quelles sont les particularités des sons qui posent problème aux personnes bilingues, que ce soit en milan et en français. Alors, comme méthodologie, nous avons réalisé cette étude auprès de 13 personnes qui bégaient, âgées de 21 à 42 ans, réparties comme suit, 3
3 femmes, une contre l'homme. Et la particularité, c'est que ces sujets ont pour L1 la première langue de bilan, L2 français. Nous avons utilisé des lancements audio, bien sûr. Comme activité, ces sujets ont été testés aux activités en langage spontané. Aussi, nous avons utilisé des images séquentielles. C'était une série d'images qui racontent l'histoire, la personne prend connaissance de l'histoire, puis la restituer de mémoire. Nous avons utilisé également cette histoire qui raconte l'histoire d'un enfant de son chien qui a attrapé une grenouille. Alors, pour chaque enregistrement, nous avons étudié le pourcentage des sévérités et des influences dans les 2 langues, aussi la localisation des influences, et après, nous avons vu quelles sont les différences qui posent le plus de problèmes. Alors, parallèlement à cette étude, nous avons également réalisé alors c'est une étude. Maman qui dresse la table pour le dîner, on va dire, et qui apporte le souper. Sa famille, ils mangent ensemble à table, et ensuite les enfants rangent après avoir mangé, et la maman et les enfants font la vaisselle ensemble. Là, il s'agit d'une locutrice que nous avons enregistrée. Le but de cette étude ici, c'est d'étudier les mouvements articulateurs dans les 2 langues. Voir si les mouvements sont plus ou moins exagérés dans les 2 langues, voir s'il y a une influence des mouvements aussi. Nous avons posé cette étude pour étudier pour étudier la durée des influences dans les 2 langues. Alors, au niveau des résultats, quand nous avons comparé les influences dans les 2 langues, nous avons remarqué qu'en français, mon sujet, là nous présentons le résultat de 4 sujets, que ces sujets bégayent plus en français qu'en minot. Et en fonction du lieu d'articulation des voyelles, c'est qu'on peut classer les voyelles en fonction des lieux articulateurs, on remarque que les voyelles qui sont prononcées vers l'avant posent le plus de problèmes. On peut supposer que c'est dû au fait que les voyelles prononcées vers l'avant demandent plutôt plus d'implication de la langue, ce qui fait qu'il y a plus de problèmes. Ensuite, nous avons fait une comparaison en fonction de la nasalité, voir si les sons qui sont prononcés avec un passage supplémentaire dans le dépôt que les sons qui sont plutôt des sons oraux. Et on remarque en français, les sons qui sont prononcés dans le nez, posent plus de problèmes à nos sujets. Et pour finir, nous avons fait une comparaison en fonction du voisement. Et on voit aussi que les sons qui sont non voisés posent le plus de problèmes aux personnes qui bégayent. Dans les 2 langues, mais avec une différence beaucoup plus significative en français. Alors, de façon générale, on remarque que dans nos enregistrements, les sujets bégayent plus en français qui est leur langue seconde. Ce qu'on peut expliquer par plusieurs facteurs. Alors, est-ce que cette langue est bien maîtrisée? Bon, on peut dire oui dans ce cas, si on part sur cette hypothèse, parce que des personnes, des étudiants qui ont parlé français à partir du CP, donc pas français. Après, on peut aussi expliquer ça par le statut du Milan, qui est une langue tonale, donc on sent une certaine mélodie qui pourrait faciliter l'articulation. Donc il y a plusieurs hypothèses qu'on peut faire. Et pour finir, je vais vous dire AP. Merci.